Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de Focus sur Focus Média Afrique qui reçoit aujourd'hui Gilles Domché, directeur général de Vox Africa. Bonjour Gilles. Bonjour Romary. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, on vous voit très viral sur les réseaux sociaux ces derniers temps avec vos chroniques qui sont de plus en plus impactantes. La dernière que vous avez produite par exemple est intitulée « Cameroun, un peuple qui se ment est condamné à vivre dans le chaos ». Alors, une chronique comme celle-là, qu'est-ce que vous voulez décrire en fond en réalité? Est-ce que c'est le malaise du Cameroun à l'heure actuelle ou bien vous voulez passer un enseignement à tous les Camerounais de manière générale? Non, pas un enseignement, je n'ai pas cette prétention-là. Une chronique, c'est une prise de position, c'est une opinion, c'est un regard par rapport à un certain nombre de faits de société. J'en fais depuis déjà quelques années sur tous les sujets, sur tous les pays. Et il s'avère que, comme vous l'avez souligné sur le Cameroun, j'ai fait une dernière. Le but, c'est de donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe. Parce que j'ai vu avec les atrocités de Kumba, une vague d'indignation légitime, mais je voudrais effectivement à travers cette chronique dire qu'il ne faut pas s'arrêter au niveau de l'indignation parce que c'est un sentiment naturel, humain, normal, spontané, mais qui ne va pas régler le problème dans la durée si un ensemble de choses ne sont pas faites. Donc voilà le but, c'est pas, j'ai pas la prétention d'enseigner, c'est un débat qui est ouvert. Vous avez bien vu que je suis pas le seul qui a eu à réagir sur cette actualité. Plusieurs personnes se sont exprimées, on oppose les points de vue et on espère que de ce choc des idées va enfin jaillir la lumière. Est-ce que le peuple camerounais se ment en réalité? Oui, depuis des années. On s'est toujours menti. On s'est menti sur notre histoire, c'est l'un des problèmes de base. On s'est menti sur notre véritable histoire parce que ceux qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun ont été présentés à l'époque, on les appelait des maquisards, on les appelait déjà des terroristes à l'époque. Je parle des Oumniobé, des Wandji et des autres. À l'école, on nous a pas enseigné notre vraie histoire, on nous a menti sur notre histoire à l'école et ces mensonges-là nous habitent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on connaît la réalité, mais on fait semblant de ne pas la connaître. On préfère dire des mensonges parce que cela arrange une certaine oligarchie. C'est ça le drame que je vais dénoncer. Et je tiens à préciser, comme je l'ai dit dans ma chronique, c'est pas moi qui le dis. C'est le professeur Fabien Ebousi-Boulaga qui le disait. Un peuple qui se ment est condamné à vivre dans le chaos. Parce que quand vous vous mentez, vous soignez des maux dont vous ne souffrez pas. Et conséquence logique, quand vous avez des manifestations comme celles qu'on a vues à Kumba, les gens font mine d'être surpris, mais en réalité, on ne devrait pas l'être. Parce qu'on a essayé, entre guillemets, de préparer un peu tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, comme disait un homme politique au Cameroun, les Camerounais ont perdu leur faculté d'indignation. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je ne pense pas qu'ils ont perdu la faculté d'indignation, puisqu'on a vu les Camerounais s'indigner, on les entend s'indigner. C'est plus la faculté d'action ou la faculté de réaction face aux injustices de tout genre que je pourrais estimer que les Camerounais ont perdu. Le peuple camerounais est un peu plus amorphe qu'il ne l'était il y a quelques années. Maintenant, c'est une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Mais en réalité, l'indignation, on l'a vu sur Kumba ou bien avant, les Camerounais s'indignent sur plein de choses, mais s'indigner ne suffit pas. Il faut aller au-delà de l'indignation. Et c'était aussi ça le sens de ma chronique. Et c'est un problème qu'on peut étendre de manière générale aux afro-descendants. On est enclin à s'indigner, on est enclin à réclamer la justice, mais on n'agit pas. Or, tant que vous passez votre temps à vous indigner, vous voyez bien que ça ne change pas. Il faut à un moment donné questionner la méthode. Je peux prendre de manière générale, avec votre permission, l'exemple du Black Lives Matter. Moi, je dis, je ne suis pas par rapport à cela, parce que pour moi, c'est un non-sens. Quand vous commencez à dire la vie des afro-descendants compte, ça veut dire que vous-même vous reconnaissez qu'il y a un problème. Et pour montrer comment c'est tellement inefficace, vous avez bien vu qu'après George Floyd, après toute la vague d'indignation qu'on a eue, les Black Lives Matter par-ci par-là,
quelques mois après, un autre Africain-Américain s'est fait descendre par un policier et pas plus tard que hier, on a encore eu le même cas. Ça veut dire que la méthode n'est pas la bonne. Et je voudrais qu'on sorte justement du raisonnement spontané guidé par les émotions pour des vrais actes. Un autre exemple, vous vous souvenez de la vente des esclaves en Libye. Ça a choqué le monde entier, il y a une vague d'indignation, mais aujourd'hui, ce trafic se poursuit allègrement. Pourquoi? Parce on s'est inscrit dans un phénomène de mode, on s'indigne parce qu'on voit les gens s'indigner, mais on ne fait rien pour que cela n'arrive plus. Aujourd'hui, tout le monde a oublié le trafic d'esclaves en Libye, on est passé à autre chose. C'est pour cela que si, pour Kumba, on passe le temps à s'indigner, à avoir les bougies sur nos pages, à dire « je suis Kumba », sans chercher à régler le problème, dans les mois à venir, on aura probablement encore une catastrophe de ce genre. Parlant de Kumba, justement, le gouvernement accuse les séparatistes qui sont dans la zone d'avoir commis ces crimes, on va dire, crapuleux, parce que c'était assez grave quand même. Alors, si c'est vrai, est-ce que, d'après vous, ces séparatistes n'ont pas poussé le bouchon un peu trop loin? Mais ils le poussent loin depuis un moment. Kumba fait peut-être plus parler parce que ce sont des enfants, c'est spectaculaire, mais vous avez tous vu des images des gens qui sont découpés en plein jour. Je me rappelle encore de cette dame-là. Le bouchon est poussé loin depuis. Le problème, justement, c'est qu'on a l'impression que dans ces vagues de condamnation, on ne condamne pas suffisamment les séparatistes. On pointe beaucoup plus du doigt le gouvernement qui devrait, d'après plusieurs Camerounais, résoudre ce problème. Et la plupart du temps, on ne condamne pas beaucoup ces séparatistes. Non, on condamne les séparatistes, mais il faut faire la part des choses. Oui. Vous savez, ceux qui ont commis les actes de Kumba, il ne faut pas être devin pour savoir que c'est des gens totalement déséquilibrés, qui doivent être forcément sur l'emprise de substances... oui, parce que c'est inimaginable qu'un être humain puisse faire ce genre de choses. Donc, quand vous voulez parler, il vaut mieux parler à ceux que vous estimez qu'ils ont encore la raison et qui ont la capacité d'agir réellement. Non, je pense qu'on condamne. Moi, personnellement, je condamne avec la dernière énergie tout ce qui se passe. Je suis opposé de manière viscérale à la sécession. C'est pas pour moi, c'est pas quelque chose dont on doit parler. Mais une fois qu'on a dit ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de manière concrète? C'est-à-dire que c'est au gouvernement, c'est au régime en place d'éviter, de créer les cadres pour éviter que cela ne se reproduise. Parce que ce que les gens oublient, quand vous ouvrez la boîte de Pandore, vous perdez totalement le contrôle. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a plusieurs groupes là-bas, on ne sait même plus qui est qui. Et quand vous avez ouvert votre porte, vous installez une économie de la guerre, il y a des mercenaires qui s'installent et qui installent leur business, qui peut aussi s'appuyer sur ce type d'action horrible, réellement. On reproche au gouvernement, par exemple, d'avoir mené des campagnes dans le but de demander aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, sans qu'il n'y ait au préalable un cessez-le-feu en zone anglophone. Est-ce que c'est un procès juste que l'on fait au gouvernement? Il est totalement justifié. C'est ce que j'appelle se mentir. Le problème de ce gouvernement, c'est que depuis des années, on est habitué au saupoudrage. On aime l'habillage. Et c'est parti depuis très longtemps avec cette crise anglophone. Le gouvernement est omnibulé par le désir de montrer à la communauté nationale et internationale qu'il contrôle la situation sur le terrain. Et justement, le fait de renvoyer les enfants à l'école s'inscrivait dans cette logique. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas maîtrisé. Parce que pendant le fameux grand dialogue, vous avez bien vu que les sécessionnistes étaient en train de faire leur défilé pendant qu'on tenait le dialogue au palais de congrès de Yaoundé. Et je dis, à moins qu'on veuille inventer une nouvelle manière de résolution des crises, vous ne pouvez pas parler de reconstruction, vous ne pouvez pas parler de DDR dans une zone encore totalement en conflit. La vérité aujourd'hui, c'est que dans cette guerre asymétrique qui va être impossible de gagner par la force, on continue à se mentir et on expose malheureusement la vie des Camerounais et de ces pauvres enfants-là. À quoi donc servi au final le grand dialogue national? À rien. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. À rien. Et nous l'avons dit, je me rappelle qu'avant ce dialogue, j'avais fait une chronique où je relevais qu'une main tendue ne se refuse pas, même si elle vient à contre-temps. Oui. Il faut bien qu'on se comprenne. Le dialogue n'est pas là
pour arrêter la guerre. Le dialogue, en principe, doit éviter la guerre. Mais une fois que la guerre est là, malheureusement, il n'y a que le dialogue qui peut résoudre. Donc, comme on a loupé la première phase de l'utilisation du dialogue qui devait éviter la guerre, il faut alors qu'on l'utilise pour régler la guerre. Mais seulement, c'est quoi dialoguer ? Il faut qu'on soit sérieux. Le but, ce n'est pas de rassembler les gens dans une assemblée avec un ordre du jour préétabli, estimer qu'il y a des sujets qui ne sont pas abordables, choisir ses acteurs et venir mettre un certain nombre de mesures. Vous ne pouvez pas dialoguer seul. Parce que dans ce grand dialogue, les véritables acteurs n'étaient pas présents. Mais même le régime, en dehors du fait que le régime ait vanté le succès de ce grand dialogue, il y a certains leaders de l'opposition qui étaient présents et qui estiment que c'était un véritable succès pour le retour de la paix en zone anglophone. Vous battez cela en brèche aussi? Mais on est un an plus tard, Romaric. On vient d'avoir Kumba. Avant Kumba, on a eu d'autres choses. Là-bas, les gens continuent à mourir. Vous avez vu que les sécessionnistes continuent à célébrer leur indépendance le 1er octobre avec des drapeaux. Donc, je pense que toute raison gardée, il faut faire preuve d'humilité. Ce dialogue n'a servi à rien, si oui, à faire de la politique spectacle, de la mise en scène. Mais dans la réalité, ça n'a réglé aucun problème. Parce que le but du dialogue, ne l'oublions pas, c'était de régler la crise anglophone. Mais la crise aujourd'hui, elle bat son plein, en réalité. Et j'ai dit, même les mauvaises mesures qui sont sorties de ce dialogue, non, ont du mal à être visibles sur le terrain. Il y avait urgence à agir et à agir bien, c'est ce que je dis. Mais malheureusement, dans un cas comme dans l'autre, on ne l'a pas fait. Donc, ceux qui continuent à penser que ce dialogue était un grand succès, je pense qu'ils font la preuve d'une mauvaise foi caractérisée. Il faut avoir l'humilité de dire, c'était pas ce qu'il fallait faire, c'était un flop. Puisque la guerre continue, puisqu'on vient de voir des enfants se faire massacrer, puisqu'on continue à voir des gens avoir peur, puisqu'aujourd'hui il est compliqué de se rendre dans cette zone, puisqu'aujourd'hui encore, malheureusement, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Vous avez bien vu qu'il y a aujourd'hui une psychose qui règne dans la région et les parents ne sont plus à l'aise à envoyer les enfants à l'école. Une autre personne qui a été sérieusement critiquée, c'est le président Biya. Il a été critiqué par plusieurs internautes. Paul Biya n'a réagi qu'après 48 heures après les assassinats et par la suite a décrété la journée de samedi comme journée de deuil national. Des réactions jugées par beaucoup d'internautes tardives. Qu'est-ce qu'on va dire? Mieux vaut tard que jamais. Le président Biya a quand même réagi, Jules. Non, pourquoi il fait un procès? Non, vous savez, je ne suis pas surpris. À la limite, ça ne me déçoit même plus, tellement c'est habituel. Mais je dis c'est inadmissible. On est en train de parler du président de la République. D'accord? Je l'ai dit à son temps. La moindre des choses aurait été un déplacement dans le nord-ouest et le sud-ouest, dès le début, pour montrer qu'on est... Les gens m'ont dit non, le président ne peut pas, pourquoi, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Non, il y a une gestion par le mépris, par le manque de considération qui révolterait n'importe quelle personne. Je veux dire que le Cameroun devrait s'arrêter avec ce qu'on a vu à Kumba et se dire mais c'est pas possible. Et celui qui donne le ton, c'est le chef de l'État, mais on a l'impression, et je pense que vous pouvez le confirmer, qu'il est totalement absent, il est invisible dans ce genre de situation. Et il fait des sorties totalement anachroniques. Donc, il y a quand même quelque chose qui me semble là relever de l'inimaginable. Je propose qu'on marque une pause, on se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien. À tout de suite. Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape-Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape-Up, maigrir sans danger. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64. Shape Up. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien, toujours avec notre invité Jules Domché. Est-ce que vous pensez, Jules,
que la résolution de la crise anglophone, à l'heure actuelle, a dépassé le gouvernement camerounais? Mais ce n'est pas à l'heure actuelle, c'est depuis au moins 4 ans. Parce qu'au début, il y a eu le déni. On a fait semblant de ne pas voir ce qui arrivait. Pourtant, ça fait un moment que cette crise existe. Je l'ai dit lors de ma dernière chronique, la crise anglophone elle ne date pas de 2016. Je suis désolé, je le rappelais. Déjà, la tripartite de 91, l'un des points majeurs à l'ordre du jour, c'était la crise anglophone. Mais elle n'a pas pu être réglée. Pourquoi? Parce que des gens illuminés qui sont autour du président Biya ont cru bon de se moquer une fois de plus des Camerounais. Parce que la constitution de 96, on a souvent tendance à l'oublier, c'était une constitution de sortie de crise. Donc, les mesures qui devaient être mises en œuvre, c'était effectivement pour créer un climat apaisé, où chaque Camerounais, effectivement, pouvait vivre normalement. Donc, en réalité, le gouvernement a pris le problème dès le départ par le mauvais bout. Il y a eu d'abord le déni en disant il n'y a pas de crise anglophone, etc. Après, quand on s'est rendu compte que la chose allait se complexifier, on a fait fi de dialoguer. On a invité ceux qui étaient les leaders de la contestation à l'époque, Aborbala, Bibi Manchoum et autres, pour faire semblant de dialoguer, sauf qu'on les a arrêtés, on les a envoyés en prison. Et c'est ça qui a permis aux extrémistes de prendre du terrain. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, Romaric, que les revendications sécessionnistes ne datent même pas de 2016. Elles datent de beaucoup plus longtemps que ça. Mais ça ne prospérait pas. Pourquoi? Parce que la majorité de nos compatriotes des régions anglophones sont totalement opposés au sécessionnisme. Mais c'est quand vous gérez mal, que vous créez des situations de tension, vous poussez les gens à l'extrême, et c'est ça qui a permis effectivement aux idées sécessionnistes de prendre du pas sur le terrain. Mais sinon, en réalité, nos frères de cette partie du Cameroun ne veulent pas, parce que ceux qui avaient voulu partir du Cameroun sont partis à l'époque, ils ont choisi le Nigeria. Donc ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils avaient choisi de s'attacher au Cameroun et ils y tiennent. Mais quand effectivement, il pose un certain nombre de problèmes que tout le monde reconnaît comme étant des problèmes sérieux. Au lieu d'adresser ces problèmes, on y oppose la violence, on y oppose le mépris. Après, il ne faut pas être surpris que les gens se radicalisent. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'échec du gouvernement dans la gestion de cette crise anglophone. Tout le monde y va de son commentaire. Mais d'après vous, que faut-il faire concrètement? Quelles sont les solutions miracles pour mettre un thème à cette crise? Enfin, je n'ai pas la solution miracle, mais je pense que la base, c'est de voir aussi ce qui a été fait ailleurs et qui a marché. Le Cameroun n'est pas le premier pays à être confronté à ce type de crise qui peut être qualifiée de crise d'autonomie. En réalité, quand vous êtes en crise, surtout dans une crise qui est armée, la première chose, c'est de chercher d'abord comment obtenir le cessez-le-feu. Et quand on parle du cessez-le-feu, ça ne veut pas dire que l'armée régalienne dépose des armes, non. Il y a plusieurs mécanismes pour trouver un cessez-le-feu, parce que pour discuter, il faut que les balles arrêtent de tirer, que les machettes disparaissent de la circulation, sinon c'est impossible. Ça, c'est pour moi un élément préalable. Après, il n'y a pas 36 000 solutions. Ce problème est un problème éminemment politique. J'entends des gens dire tout et n'importe quoi. C'est un problème politique, il va être résolu politiquement. Et pour résoudre ce problème politiquement, il va falloir dialoguer. Mais dialoguer avec des vrais acteurs, avec ceux qui sont effectivement impliqués et qui peuvent aujourd'hui impacter sur le terrain. Sauf que plus vous laissez du temps, plus même le dialogue devient compliqué. Parce qu'il y aura un problème d'interlocuteurs. Les Ayoub Tabeo qui sont aujourd'hui en prison, je ne suis plus sûr qu'ils ont une maîtrise réelle sur le terrain. Or, au tout début, eux, ils avaient encore le poids et l'aura nécessaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chamboulements, donc il faut identifier les véritables acteurs, discuter clairement en mettant pour moi un préalable qui est fondamental, c'est que la sécession n'est pas une option. Dès qu'on l'a dit, toutes les autres options restent ouvertes. Oui. Parce que je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, la fédération fait peur. Ce n'est pas un gros mot, fédération. Fédération veut dire mettre ensemble. En réalité, on l'a été. On voit des États autour de nous qui le sont. Oui. En réalité, donc, on peut discuter de cela et je pense que si on a un vrai dialogue franc,
où on s'attaque à la forme de l'État, avec toutes les parties. Aujourd'hui, avec toutes les parties, on n'a pas besoin d'avoir 1000 personnes comme c'était le cas au Palais de Congrès. Moi, je pense qu'un vrai dialogue avec même 10 personnes autour de la table, on pourrait effectivement résoudre ce problème. Il n'y a pas d'autre issue. Dans ce contexte, Jules, est-ce que vous pensez que le gouvernement, le parti au pouvoir et les partis politiques de l'opposition peuvent décider d'un commun accord de surseoir leur participation aux élections régionales et de demander le retour de la paix avant la tenue des élections prévues pour décembre prochain? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. En principe, on ne peut pas dire que quelque chose n'est pas possible. En fait, ce serait surprenant, à mon sens, à moins que ce gouvernement change, parce que sa méthode de confrontation, on la connaît. Mais vous organisez les régionales. Pour qui, en réalité? Pour qui? Quand vous savez que ceux pour qui vous le faites ne pourront même pas prendre part au vote. On parle de presque 1 million de déplacés, en réalité. Le gouvernement dit que c'est pour accélérer le processus de décentralisation. Enfin, je veux dire, ça ne me semble pas. Vous n'allez pas vouloir décentraliser sans que les véritables acteurs locaux soient impliqués. Ceux qui vont être issus de ces régionales-là, qu'est-ce qui vous garantit que c'est la volonté du peuple ? En réalité. Et c'est ça le problème. Et le problème va se reproduire parce qu'on est dans une logique de positionnement égoïste et individuel. Non, je pense que ce n'est pas sérieux de faire une nouvelle élection sans avoir réglé le problème. On ne fait pas une élection pour régler un problème. Moi, j'ai toujours dit ça. Je l'ai dit à l'époque, même au niveau international, quand on parlait de la crise ivoirienne. On pense que l'élection règle le problème. Non, l'élection, c'est un moment de tension. S'il est mal géré, c'est lui qui aggrave le problème. En réalité, il faut pouvoir régler le problème avant l'élection. L'élection ne peut pas régler le problème, surtout dans un contexte de crise comme celui-ci. Alors, parlons de politique à présent avec les acteurs de l'opposition. Depuis le 21 septembre, le MRC, son président et ses militants sont mal. Maurice Kamto est assigné à résidence surveillée. Olivier Bibou-Nissak, le professeur Alain Foguet ont été arrêtés et conduits au secrétariat d'État à la Défense. Tout ceci sans aucune notification formelle et en toute violation de leurs droits les plus basiques. Au regard de tout cela, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun, à l'heure actuelle, est encore un état de droit? Mais il ne l'a jamais été. Donc, je ne fais pas un mystère là-dessus. Le Cameroun n'a jamais été un état de droit. Mais parce que dans un état de droit, on ne se comporte pas comme cela. Parce que les gens confondent un état où on pratique du droit, où on parle de droit, avec un état de droit. Un état de droit, c'est un état où l'État même est soumis au droit, où on respecte la loi. Vous ne pouvez pas, sur la base de rien, arrêter les gens, les mettre en détention sans les notifier. Enfin, c'est exactement l'exemple d'un état de non-droit qu'on vit aujourd'hui. Les gens sont arrêtés dans des conditions suspectes, les gens sont quasiment enlevés de leur domicile, détenus parfois dans des endroits tenus secrets. Il faut que les avocats se démerdent comme ils peuvent pour trouver où sont leurs clients, que les familles effectivement crient partout. C'est pas ça l'état de droit. Le Cameroun aujourd'hui, comme hier, est très loin d'être un état de droit. Et c'est pas parce qu'on va le déclarer qu'on va l'être. Ça ne se décrète pas. C'est dans les faits en réalité. Un cas nous intéresse aujourd'hui, particulièrement celui de Olivier Bibou-Nissak, dont la vie est en danger en ce moment. De son arrestation à ce jour, il est coupé pratiquement de tout. Il ne peut pas lire, il ne peut pas facilement recevoir les visites. Tout récemment encore, on a appris, sa cellule a été fouillée en son absence et il a dû tout changer à l'intérieur de celle-ci de peur qu'on ait dissimulé certaines preuves pour l'accabler. Et il y a aussi d'autres personnes qui étaient avec lui autour de sa cellule, qui ont été arrêtées et on les a contraints de signer des documents qui n'avaient en réalité rien à voir avec les faits pour lesquels ils sont inculpés en ce moment. Comment expliquer une telle pratique? Mais c'est compréhensible. C'est totalement incompréhensible et c'est regrettable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Vous parlez du cas de Olivier Bibou-Nissak, c'est un cas qui me touche personnellement parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai une telle proximité que vous pouvez imaginer que je sois blessé profondément dans mon cœur. Parce que voilà le Cameroun qu'on ne veut pas voir. C'est quoi le crime de Bibou?
Nissak aujourd'hui? C'est quoi son crime? D'être loyal à un leader, d'être loyal et fidèle à ses principes. C'est de ça dont il est reproché aujourd'hui. Moi, c'est pas le Cameroun dans lequel je veux vivre. Je veux vivre dans un Cameroun où chacun est libre d'exprimer ses opinions. Et surtout, quand on a des jeunes brillants comme Bibou Nissak qui ont donné un autre visage à la politique au Cameroun, c'est pas ça qu'on attend. Alors aujourd'hui, on l'arrête sans raison et on essaye de trouver des raisons les unes aussi grossières que les autres, mais dans quel pays sommes-nous où vous voulez obliger des gens à signer un procès verbal qui ne correspond pas à leur déclaration? Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui, moi, me révolte personnellement, et je pense que tout Camerounais est pris de justice indépendamment de nos opinions. On ne doit pas accepter cela. Et là, on parle de Bibou Nissak, de Alain Fogué, de Maurice Kamto, mais eux, ils ont la chance d'avoir un nom pour parler de manière prosaïque. Mais imaginez toutes ces petites gens qui n'ont pas de nom, qui sont aujourd'hui enfermés, dont on a du mal à savoir pourquoi ils sont là-bas. Imaginez. Et il y a un symbole aussi très fort qui m'a marqué. C'est cette maman venue, je crois, de Saint-Mélima, qu'on surnomme affectueusement Maman Pilon. Oui. C'est quelque chose qui m'a fait couler des larmes. Parce que quand je vois une maman être traitée comme ça, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. On a perdu totalement le sens de nos repères. Les gens ont le droit de dire ça ne va pas. Les gens ont le droit de dire Paul Biya doit partir. Les gens ont le droit de s'indigner. C'est la moindre des choses, j'ai envie de le dire. Mais si aujourd'hui le dire vous garantit la prison, vous garantit des menaces, il y a un réel problème. Alors, nous avons appris par exemple que vous avez essayé de rendre visite à Olivier Bibou Nissak au 7. Vous avez été refoulé à l'entrée. Personnellement, comment vous avez reçu cela? Je n'étais pas surpris, je m'attendais un peu. Est-ce que ça ne vous a pas un peu froissé? Non, pas du tout. Rien ne me surprend plus. On est dans un état qui est devenu, entre guillemets, une sorte de jungle. Sinon, on ne verrait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, je ne suis pas surpris. Je suis choqué, mais je ne suis pas surpris. Ce régime a démontré à plusieurs reprises qu'il s'en fout, entre guillemets, de la loi. Donc, je suis véritablement pas surpris. L'argument qui revient chaque fois, c'est non, les manifestations sont des manifestations illégales et tout. Et c'est pour ça que je parlais de mensonges tout à l'heure, en réalité. J'ai déjà eu à le dire, et je vais le redire une fois de plus pour vos téléspectateurs. Ce qui est garanti par la Constitution du Cameroun, c'est la liberté de manifester. Ce n'est pas l'ordre public. D'accord? Ça veut dire que quand on dit la liberté de manifester est garantie constitutionnellement, quand vous faites une déclaration, ce n'est pas pour rien qu'on a mis cela sur le régime de la déclaration. Quand vous faites une déclaration de manifestation, l'autorité administrative n'a pas vocation à l'interdire systématiquement comme c'est le cas. Ce qu'il fait, parce que vous l'informez, c'est pour ça qu'on demande de préciser l'itinéraire, de donner l'objet et tout. Ce qu'il peut faire, c'est que si jamais, effectivement, il pense que votre manifestation peut d'une manière ou d'une autre apporter des troubles à l'ordre public, c'est qu'il vous propose un autre itinéraire. Il doit vous donner une autre approche, mais à grand jamais, il ne doit l'interdire, parce que ce qui doit triompher, c'est la liberté de manifester, parce que c'est ça qui est garanti par la Constitution, et je n'ai pas besoin aujourd'hui d'expliquer la hiérarchie des normes juridiques. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de se mentir. Est-ce qu'au fond de votre analyse, Jules, on n'a pas un militant caché du MRC? Parce que on voit Jules qui a clairement dit qu'il assume son amitié avec le professeur Kamto. On a Jules aujourd'hui qui est proche de Bibou Nissak, qui prend fait et cause pour lui et d'autres camarades du MRC. Est-ce que finalement, même dans votre boulot, vous n'avez pas cette coloration qui vous lie avec le MRC? Parce que beaucoup vous font le reproche d'être aujourd'hui pratiquement un journaliste de l'opposition. Mais ça, on me le fait depuis des années, ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai été taxé... Enfin, moi, ça ne m'atteint pas. Les gens me parlent de la peur. Moi, quel type de menace? J'ai pas peur, en réalité. J'ai peur de rien, moi. Les gens me parlent... La chose qui puisse arriver de grave à un homme, c'est quoi? C'est la mort. La mort, oui. Mais pourquoi j'aurais peur de la mort? Je n'ai aucun contrôle sur la mort.
Donc la mort ne peut pas me faire peur, encore moins l'emprisonnement. Je n'ai pas peur de ça. Non, ça fait des années. Moi, quand j'ai le MRC, ses dirigeants. C'est pas une sympathie. Vous n'allez pas me faire le reproche de connaître des gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Je voulais vous dire, au début de ma carrière à Radio Siantou, on me parlait déjà d'être journaliste de l'opposition. Le MRC n'existait pas encore. Donc, c'est une casquette que je porte depuis. Moi, je n'ai pas de parti pris. Je suis contre toute forme d'injustice, quel que soit l'endroit où cette injustice vient. Et j'ai eu à le dire, la proximité que je peux avoir avec Maurice Kamto, Bibou, je ne cache pas, moi je le dis, à grand jamais, je ne vais dire que je ne connais pas des gens qui me sont chers et qui me sont proches. Olivier Bibou-Nissak, j'ai voulu même travailler avec lui à l'époque à Vox Africa, je voulais comme chroniqueur pour remplacer un autre chroniqueur qui ne pouvait plus être là. Oui. Donc je le connais, j'ai vu son combat sur le franc CFA, je partage ses idées panafricaines, donc ça a permis qu'on ait une relation. Le fait qu'il soit membre du MRC ne va pas faire que nous ne soyons plus amis. Le professeur Kamto, je l'ai connu dans un environnement particulier. Il était doyen, moi j'étais étudiant. On a gardé d'excellents rapports. Ça, c'était longtemps avant qu'on ne parle de la création du MRC. Quand il est encore au gouvernement, il y a eu une sorte de refroidissement dans nos relations, oui. Etc. Donc, mais je ne peux pas aujourd'hui dire, le professeur Foguet, je l'ai eu comme enseignant de géostratégie à l'université. Je ne vais pas venir aujourd'hui parce qu'ils sont des opposants reconnus dire que je ne suis pas, que je ne les connais pas. Valsero, c'est un ami de très longue date. On a fait la radio ensemble à Siantou et j'ai toujours suivi avec un réel plaisir ce qu'il fait. Donc je ne vais pas venir aujourd'hui dire que tous ces gens, je ne les connais pas. Non, Bibou, c'est un ami et un ami intime. Oui. Je l'assume. Cette amitié, je l'assume et je la défendrai partout. Maintenant, peut-être pour terminer sur cette question vraiment de manière précise. Oui. Il faut qu'on arrête de faire des procès d'intention. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire une analyse froide. Et ça, je le dis pour tous les côtés. Il faut que les gens sachent que les gens ont totalement le droit de défendre le régime en place. Ils ont le droit. C'est une question de liberté. Il y a des gens pour qui le pays est bien géré. Soit. Mais moi, je réclame ma liberté de dire ce que je pense. Et si cela fait de moi un journaliste de l'opposition, mais je l'assume avec une fierté que vous ne pouvez pas imaginer. Comme je l'ai dit, et je pense que c'était sur vos plateaux, vous m'avez posé la question il y a un peu plus d'un an, pratiquement 2 ans avant les élections. Moi, j'essaye d'être honnête. C'est pas facile, mais j'essaye de le faire. Je l'avais dit, compte tenu de ma proximité avec certains candidats, j'ai préféré ne pas me mêler à tout ce processus électoral. J'ai pris du recul parce que je disais, vu mes relations avec les uns et les autres, peut-être que je perdrais mon objectivité et ça pourrait entacher. J'ai pas envie de mentir aux Camerounais. J'essaye de ne pas le faire. Oui. C'est pas facile au quotidien. Donc, que les gens arrêtent avec ça, moi, ça m'impressionne pas au processus électoral, justement, on pensait qu'en ce moment, vous devez être en Côte d'Ivoire, puisque l'élection présidentielle est en train de battre au niveau des campagnes, est en train de battre son plein. La Côte d'Ivoire, justement, qui connaît des violences depuis qu'Alassane Dramane Ouattara a décidé de se représenter encore pour un prochain mandat à la tête du pays. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, vous qui maîtrisez bien ce pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi à chaque fois qu'on parle d'élections dans ce pays, il existe toujours autant de tensions? Mais ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. De manière générale, les élections en Afrique sont chrysogènes. C'est déplorable. Un peu plus dans le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays qui a connu une grave crise dans les années 2000 et cette crise n'a jamais été réglée. La réconciliation n'a jamais eu lieu. Donc, raison pour laquelle toute élection sera toujours source de tension. C'est déplorable, mais c'est la réalité. Alors, il y a par exemple Laurent Gbagbo qui a été écarté depuis. Tout récemment, Guillaume Soro, lui aussi, mis hors course. Est-ce que Alassane Ouattara veut faire un passage en force? Mais c'est évident. Mais bon, en réalité, quand vous faites tout pour que ceux qui représentent une réelle menace pour vous ne se retrouvent pas face à vous, il y a quand même quelque chose qui amène à s'interroger. Le gros problème aujourd'hui, c'est que je pense que le président Alassane Ouattara a loupé à plusieurs fois le coach pour réconcilier véritablement la Côte d'Ivoire. Et c'est pour moi une erreur très grave. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, par exemple? Beaucoup de choses. Travailler véritablement à la réconciliation. Et ça n'a pas été fait. Les 10 ans
qu'il a eu à faire au pouvoir, malheureusement, la réconciliation a été reléguée au second plan. Il s'est concentré à avoir des performances macroéconomiques pour avoir un taux de croissance acceptable, mais ça ne sert à rien si ça ne peut pas avoir une répercussion sur la vie des Ivoiriens. Et il y a aussi un problème qui se pose, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que la parole ne veut plus dire grand chose. Le président Ouattara, il avait été salué et je fais partie de ceux qui l'ont salué. Et aujourd'hui, je suis obligé de ravaler ma langue parce que j'étais tellement fier quand il a dit qu'il ne se représentait pas. Je me disais, ça c'est fort et je pense qu'il peut se mettre en arbitre pour permettre enfin que la Côte d'Ivoire puisse avoir une véritable transition pacifique et réconcilier enfin les cœurs. Donc quand aujourd'hui il revient sur la scène avec ce troisième mandat extrêmement controversé et que ça fait peser sur le pays des risques de violence, vous pouvez comprendre que c'est des choses qui sont difficilement acceptables. Et Guillaume Soro dans tout cela, je suppose que vous échangez, vous et Guillaume Soro. Quel est son moral actuellement? Ben, je n'échange pas seulement avec Guillaume Soro, j'échange avec tous les acteurs politiques ivoiriens, même dans le camp de Ouattara. Je ne peux pas vous parler du moral de Guillaume Soro, je n'ai pas une proximité particulière avec lui. On a un contact de journalistes et de leaders politiques. Je vais vers lui quand j'ai besoin d'un certain type d'information, mais on ne partage pas une certaine intimité pour que je puisse vous donner son état d'esprit. Mais on peut deviner au regard de ses sorties que ce qui se passe ne l'arrange pas parce qu'il a un sentiment de trahison qui peut être totalement compréhensible et légitime parce que c'est quand même lui qui fait de Ouattara le roi. Et se retrouver dans cette posture-là aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui amène à s'interroger. Alors, on va justement sortir de cet entretien. Jules, on est presque arrivé au terme. Mais pourquoi vous également, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle? Non, ça c'est pour des raisons totalement logistiques. Il y a une équipe qui est là sur place. J'avais d'autres engagements. Je commence à me faire vieux aussi, donc ça fait que je ne peux plus être présent partout, malheureusement. Donc, mais Vox Africa, comme c'est le cas dans tous les pays, va bel et bien couvrir l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On a changé de direction générale. Vox Africa est où maintenant? À Paris? Non, on n'a pas changé. Vox Africa est toujours à Londres. Nous avons juste ouvert un nouveau bureau à Paris avec un studio parce qu'on veut effectivement donner plus de place à la diaspora africaine se retrouvant à Paris parce qu'on avait un problème. Étant basé à Londres, la chaîne francophone pâtissait aussi un peu de ça. On était obligé de faire venir des invités de Paris parfois. Donc on s'est dit ce serait bien d'avoir un studio à Paris. Donc on n'a pas du tout changé de direction. La chaîne reste bel et bien à Londres. Merci infiniment, Jules. Merci Romaric. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien avec Jules Domché, directeur général de Vox Africa, qui émettait justement son analyse sur la vie sociopolitique au Cameroun. Merci à vous également de nous avoir suivis, ainsi qu'à l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Continuez de suivre l'actualité sur notre média, sur notre site internet, sur notre page Facebook et sur notre Twitter. On se retrouve bientôt avec un autre invité, avec le focus sur le prochain. À très vite.